Bienvenue dans cette vidéo où nous allons nous intéresser à la tectonique des plaques. Cette partie du cours terminera le chapitre Fonctionnement de la planète Terre, risques naturels. Nous avons abordé au cours de ce chapitre différentes notions. Dans cette vidéo, nous ferons le lien entre ces notions et les replacerons dans leur contexte. Avant de s'attaquer à la tectonique des plaques, il nous faut d'abord nous intéresser à la notion de dérive des continents. La dérive des continents et la tectonique des plaques sont souvent confondues. Il s'agit cependant de deux notions distinctes. La dérive des continents n'est pas seulement le titre du 4e volet de la série de films L'âge de glace. Il s'agit d'une théorie émise en 1912 par Alfred Wegener, un climatologue allemand. La théorie de Wegener se base sur une observation simple. Les tracés des côtes de l'Afrique et de l'Amérique du Sud semblent s'emboîter. Ils devaient donc constituer, par le passé, un seul continent. Cette observation avait déjà été faite par des cartographes, mais Wegener a appuyé sa théorie avec d'autres arguments. Il a regardé la répartition de nombreux échantillons géologiques et s'est intéressé notamment à la répartition de fossiles datant d'environ 200 millions d'années. Mésosaurus, un grand reptile marin, deux animaux terrestres, Cynognathus et Lystrosaurus, ainsi qu'une plante, Glossopteris. Pour expliquer la répartition de ces fossiles aujourd'hui à la surface de la Terre, Wegener propose que par le passé, ils étaient tous regroupés sur un supercontinent où toutes les masses continentales étaient rassemblées. Une telle organisation des continents permet d'expliquer la répartition des différentes espèces fossiles il y a 200 millions d'années. Bien que soutenue par de nombreux arguments, la théorie de la dérive des continents présentée par Wegener a du mal à convaincre, et il faudra attendre la découverte de nouvelles preuves pour que la communauté scientifique accepte définitivement l'idée que les continents n'occupaient pas leur place actuelle dans le passé. L'étude des fonds marins a apporté plusieurs de ces preuves. Sur cette figure, vous pouvez observer la répartition de l'âge des roches du fond de l'océan Atlantique. Vous noterez que les roches situées au milieu de l'océan, ici en rouge, sont jeunes, comparées aux roches proches des côtes des continents, représentées en vert, et dont l'âge peut atteindre 140 millions d'années. Cela indique que l'Amérique du Sud et l'Afrique s'éloignent progressivement l'une de l'autre. Les continents constituent donc les pièces d'un gigantesque puzzle qui bouge avec le temps. Il est possible de trouver les contours de ces pièces en étudiant la répartition des séismes et des volcans. Vous savez déjà que les séismes ne sont pas répartis au hasard à la surface du globe. Les séismes en zone d'extension, en vert sur cette carte, sont situés au niveau des dorsales et des rifts intracontinentaux. Les séismes en zone de compression, en bleu sur la carte, sont situés au niveau des zones de montagne et des arcs insulaires. Leur répartition est très proche de celle des volcans. La répartition des volcans effusifs est similaire à celle des séismes en zone d'extension, ils sont représentés en rouge sur la carte. Aux séismes en zone de compression se surimposent les volcans explosifs, en noir sur la carte. La position des séismes et des volcans découpe le globe en une quinzaine de plaques tectoniques. Certaines plaques s'éloignent les unes des autres. Les limites entre ces plaques sont occupées par une dorsale océanique ou un rift intracontinental. Elles sont représentées par des flèches jaunes sur la carte. D'autres plaques se rapprochent. La limite entre ces plaques est indiquée par les flèches bleues et correspondent aux chaînes de montagnes et aux arcs insulaires volcaniques. La présence de fosses océaniques est également un marqueur de ces limites de plaques. Enfin, certaines plaques coulissent les unes par rapport aux autres. Ces limites sont indiquées par des flèches vertes sur le schéma. La faille de San Andreas aux États-Unis, dont nous avons parlé en cours, est une de ces limites de plaques. Le mouvement des plaques les unes par rapport aux autres implique qu'à certains endroits du globe, des plaques sont créées et qu'à d'autres, elles disparaissent. Au niveau des dorsales océaniques ou des rifts intracontinentaux, grâce à une remontée de magma venant de l'intérieur de la Terre, des extensions de plaques sont créées. Au niveau des zones de raccourcissement, comme les zones de subduction où une plaque plonge vers l'intérieur de la Terre, ces plaques sont détruites et recyclées. Pour mieux comprendre le lien qui existe entre tous ces éléments, il va nous falloir changer de perspective. Une représentation en coupe de la Terre laisse apparaître plusieurs couches. Zoomons un peu. Les plaques tectoniques correspondent aux couches les plus externes de notre planète. Elles font partie de la lithosphère et comprennent les croûtes océaniques et continentales, ainsi qu'une partie du manteau. Le manteau, quant à lui, entoure le noyau, la partie la plus interne de notre planète.
Une partie de l'énergie servant au mouvement des plaques les unes par rapport aux autres se trouve ici, dans l'intérieur de la Terre. Le centre de la Terre est chaud. Cette chaleur est due à plusieurs paramètres, dont la dégradation d'éléments radioactifs. La chaleur interne provoque la fusion, autrement dit la fonte, des roches en profondeur. Le magma formé remonte vers la surface où il va participer à l'écartement de certaines plaques. Ce mouvement de magma est indiqué par les flèches rouges sur le schéma. Zoomons encore. Comme dit précédemment, les plaques, en gris sur le schéma, s'écartent au niveau des dorsales. Les remontées de magma venant de l'intérieur du globe permettent la fabrication de croûtes au niveau des dorsales et des rifts intracontinentaux. L'arrivée en continu de ce magma entraîne la formation de séismes et permet la croissance des plaques de part et d'autre de cette zone de remontée de magma. La création de plaques au niveau de ces zones d'extension est accompagnée de disparition de plaques au niveau des zones que l'on appelle zones de subduction, où de la croûte froide et dense plonge dans le manteau et où, grâce à l'augmentation de température, elle fondra et sera détruite. La partie qui plonge entraîne dans son mouvement le reste de la plaque. Le système fonctionne grossièrement comme une boucle. La destruction des plaques et leur recyclage au niveau des zones de subduction alimentent les dorsales en magma. Les zones de subduction sont indiquées par les fosses océaniques, mais également par de nombreux séismes qui sont liés au frottement de la plaque plongeante contre la plaque sous laquelle elle plonge. La subduction, c'est-à-dire la plongée de la plaque, entraîne la fonte partielle de roches. Le magma ainsi créé remonte à la surface où il va entraîner la formation de volcans explosifs. Ces volcans s'organisent sous la forme d'arcs insulaires si la subduction a lieu sous la croûte océanique, c'est le cas par exemple aux Antilles, ou sous la forme d'une chaîne volcanique s'il a lieu sous de la croûte continentale, comme par exemple au nord des Rocheuses américaines. Il est important de connaître et comprendre les mécanismes en jeu pour la suite du cours. Je vous invite donc à revoir les passages de cette vidéo qui vous semblent confus. Nous terminons ici cette vidéo. Nous reprendrons et approfondirons ces notions en cours au travers de plusieurs exemples.